Vous écoutez France Culture. Emmanuel Laurentin, bonjour à tous. Bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance. Cette semaine sera l'occasion pour nous, comme pour vous, de relire quelques auteurs classiques. Ici, c'est Kafka, Beckett, Vian et Ionesco, rien de moins, qui nous accompagneront après Albert Camus, magnifique théoricien de l'absurde, et dont nous allons parler ce soir en compagnie de Marc-Henri Arfeux, qui enseigne la philosophie à Lyon, au lycée Édouard Herriot, et que nous avions déjà reçu au Nouveau Chemin pour y parler du temps qui passe. Pour moi, l'absurde a été un point de départ, et naturellement, je trouve que loin d'être un élément de stérilisation, le confort, le sommeil, la satisfaction de soi, l'embourgeoisement du cœur sont des facteurs de stérilisation infiniment plus vivaces et dynamiques. Et je n'ai jamais pensé qu'on pût rester sur l'attitude absurde comme sur une position de négation pure. Il me semble au contraire que cette insatisfaction profonde qu'il peut réveiller chez l'être humain est susceptible de donner naissance à des actions, à des passions, à des joies, et c'est un peu l'effort que j'ai poursuivi dans mes livres que d'essayer de donner une expression, des couleurs, une illustration à ces conquêtes de l'absurde. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a 3 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux. Il faut d'abord répondre. Et s'il est vrai, comme le veut Nietzsche, qu'un philosophe, pour être estimable, doive prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse puisqu'elle va précéder le geste définitif. Ce sont là des évidences sensibles au cœur, mais qu'il faut approfondir pour les rendre claires à l'esprit. Bonjour Marc-Henri Arfeux. Bonjour. Bonjour, bienvenue de nouveau au Nouveau Chemin de la Connaissance et sur France Culture. Les quelques lignes que je viens de lire sont extraites du mythe de Sisyphe, d'Albert Camus, donc. Albert Camus, dont on a entendu la voix juste avant, et je voudrais qu'on parte de ce contraste, oui. Puisque quand Camus parlait du mythe de Sisyphe, dans la conférence dont on a retransmis un extrait là, il dit que l'absurde est un point de départ. Et effectivement, le mythe de Sisyphe construit la possibilité d'une action à l'intérieur d'un univers absurde où la révélation de l'absurde... Oui. Densifie et en même temps amenuise l'existence. Bien. Comment peut-il à la fois considérer l'absurde comme un point de départ, après avoir envisagé, au départ même du mythe de Sisyphe, l'absurde comme la possibilité de la fin de tout? Comment peut-il tenir pour un point de départ l'ouvrage radical qui envisage la fin de tout? C'est une question qui est posée au seuil du livre et bien évidemment la réponse n'est pas donnée. Mais on comprendrait bien que cette question ne peut ne pas être posée dans la mesure où elle engage effectivement la conséquence première et fondamentale en même temps qui émane du constat absurde. Il est vrai que si la vie n'a point de sens, on verra d'ailleurs que la question ne se pose peut-être pas exactement tout à fait comme cela dans le mythe de Sisyphe, elle semblerait dès lors ne pas avoir de valeur ou alors être désespérante. Et dès lors, se poserait effectivement la question de savoir à quoi bon vivre. C'est ce à quoi bon que Camus va interroger par la question du suicide. Et sans anticiper sur la réponse qu'il lui apportera, nous devinons bien dans cette conférence que ce livre nous parle véritablement de l'absurde, de l'esprit de révolte qu'il habite, et non pas d'une des conséquences possibles de cette prise de conscience qui serait le choix du nihilisme. En somme, la question, et l'enjeu du mythe de Sisyphe, c'est comment convertir l'absurde en révolte, plus qu'en désespérance. Oui, en effet, je crois que Camus le montre très bien dès le départ, à partir du moment où il pose la question en termes de sens, et remarque 2 choses. La première, c'est que
bien qu'il ait été traité auparavant, et on le sait par la sociologie, d'un point de vue collectif, le suicide, dit-il, est un acte individuel. C'est un acte qui se réfère d'abord à une désorientation, à une perte de repères dans le monde. Et Camus parle à ce moment-là d'un suicide qui émanerait de l'incapacité à surmonter cette étrangeté et cette découverte de l'étrangeté. Il l'est, dit-il, rarement par réflexion. On se suicide rarement par réflexion, dit Camus. La question, si vous voulez, qui va se poser alors, sera de savoir si, premièrement, il y a une pure logique entre le constat de l'absurde et l'acte de se suicider éventuellement. Ce qui ferait du suicide un acte réflexif. En somme, j'attends de la vie qu'elle ait un sens, elle n'en a pas, donc je me tue. En somme, un syllogisme. En somme, un syllogisme dont Camus constate d'ailleurs le premier que la plupart de ceux qui ont fait ce constat par l'esprit ne se sont pas donné la mort. Il cite notamment Schopenhauer qui parlait volontiers du suicide auprès d'une table bien garnie, dit-il. Cet exemple s'oppose évidemment à celui de l'homme qui, par l'intimité de ses affects, accède à un désespoir, qui ne se contrôle plus, qui suit une pente de passion, dit à un certain moment Camus, laquelle le conduira effectivement à se donner la mort. Donc la question est alors de savoir si justement le suicide apparaît comme une réponse adéquate à cette découverte de l'absurde, et particulièrement lorsqu'elle a été accomplie par un esprit purement théorique. Et deuxièmement, il s'agit de savoir si le suicide, comme conclusion éventuelle, ne vaut pas de la même façon que l'espoir, comme ce que Camus appelle une esquive, plus et moins, dit-il, que le divertissement pascalien, c'est-à-dire qu'il s'agirait en définitive d'un plus par le fait que justement il y aurait une sorte de pari du néant qui serait fait, et d'un moins dans la mesure où ce serait un acte par lequel même le divertissement que Pascal énonce dans les pensées serait donc refusé, puisque de toute façon sa valeur serait dissoute dans la découverte de l'absurde. Et puis c'est un aveu d'impuissance, contrairement à ce que disent les stoïciens, à cette façon qu'on aurait de congédier le monde, dans la mesure où, comme dit Nietzsche, il n'est pas là pour nous faire plaisir. Oui. Vous avez cité le passage où il parle de Schopenhauer. Oui. Voici le passage. On cite souvent, pour en rire, Schopenhauer qui faisait l'éloge du suicide devant une table bien garnie. Il n'y a point là matière à plaisanterie. Cette façon de ne pas prendre le tragique au sérieux n'est pas si grave, mais elle finit par juger son homme. Ce qui est vrai, c'est que Schopenhauer est mort en toute sérénité, ne s'est absolument pas suicidé. Je pense même que l'idée du suicide, manifestement, du moins au dire de ses biographes, ne l'a jamais véritablement traversé. Et vous parlez, et Camus parle, Marc-Henri Harfeux, d'une sensibilité absurde, d'une expérience absurde, de sorte qu'il faut bien détacher ici la notion d'absurde du syllogisme ou de sa présentation syllogistique. Ça n'est pas une démonstration, c'est d'abord une expérience. Et il va s'agir de voir en quoi elle consiste. En effet, c'est une expérience, et c'est bien la raison pour laquelle, avant de conclure sur le rapport d'équivalence entre la découverte de l'absurde et la nécessité de se suicider, tout hypothétique, Camus va donc commencer, dans Les Murs absurdes notamment, par essayer de dégager la nature de cette expérience en évoquant la naissance du sentiment de l'absurde, qui apparaît tout d'abord dans l'ordinaire, dans l'expérience de l'ordinaire, nous dit-il. Et cette expérience de l'ordinaire, en effet, est probablement la plus féconde, dans la mesure où, justement, c'est ici l'absurdité à l'état pur et non pas sa théorie qui se manifeste dans le vécu même de l'existence. Il y a donc, si vous voulez, une sincérité de l'expérience, si l'on peut dire ainsi, une honnêteté, même peut-être, dirait Camus, du fait même qu'elle provient de cet éclatement de l'ordinaire. Vous avez parlé on va revenir sur cet éclatement de l'ordinaire, mais avant cela, vous avez parlé d'une perte de repères. Est-ce qu'on peut, puisqu'on chemine vers l'absurde, qui chez Camus n'est pas un objet, mais une rencontre. Donc on se dirige vers l'absurde, à pas de loup. Vous avez parlé d'une perte de repères. Est-ce que l'expérience de ne pas se retrouver dans le monde, en somme de ne pas y retrouver ses petits, comme on dit, bref, l'expérience de l'étrangeté qualifie l'absurde? C'est une des qualifications par lesquelles cette expérience surgit.
car Camus nous dit bien que le sentiment de l'absurde n'est pas encore l'absurde lui-même. Il y aura même un moment dans le mythe de Sisyphe où la réflexion sur les existences, les philosophes de l'existence, les philosophes existentiels, marquera le pas, observera une pause pour analyser la notion elle-même cette fois-ci. Mais ici, nous sommes bel et bien au point de départ, celui-là seul par lequel peut se manifester l'absurde qui apparaîtra donc de façon affective, avant qu'ensuite il ne puisse faire l'objet d'une analyse théorique. Et en effet, cette naissance se fait d'abord, comme vous l'avez rappelé, dans l'absurdité, dans l'ordinaire, par ce que Camus appelle l'écroulement des décors. C'est-à-dire que le monde autour de moi, brusquement, cesse d'avoir un pourquoi. Évidemment, c'est le destin de tout artiste que d'être enterré sous les formules qu'il a trouvées. Et je ne vois pas pourquoi j'échapperais personnellement à ce destin. Il n'empêche que, dans la mesure toujours où je puis avoir une opinion sur moi-même, les notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre et dont on a parlé à mon propos sont des notions vécues pour moi. Je veux dire qu'au fond, je parle de ce que tout le monde connaît. Et je ne peux pas parler d'autre chose pour la raison excellente que je ne me sens pas une sensibilité originale à part. Je me sens une sensibilité semblable à celle des gens qui m'entourent. Je ne me suis jamais senti séparé. En ce qui concerne l'absurde, c'est une expérience que tout le monde peut faire dans le tramway, dans un taxi. Enfin, c'est un sentiment de séparation et d'étrangeté que j'ai essayé d'analyser. Il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil, et lundi, maladie, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le pourquoi s'élève, et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Commence, ceci est important. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille et elle provoque la suite. La suite, c'est le retour inconscient dans la chaîne, ou c'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient avec le temps la conséquence, suicide ou rétablissement. Et naturellement, un sentiment ne peut pas tout recouvrir, on ne peut pas tout expliquer par ce sentiment. Et j'ai toujours fait la critique de ces impressions qui étaient les miennes, si bien que j'ai été amené à faire la critique de la notion d'absurde, bien que ce fût une notion profonde en moi, de même que j'ai été amené à faire la critique de la notion de révolte, bien que ce fût aussi une notion profonde en moi. En somme, je pourrais dire que je marche du même pas comme artiste et comme homme, et que cela peut expliquer ce qu'on a appelé mes évolutions. En fait, ce n'est pas mon œuvre qui évolue, c'est ma vie. Marc-Henri Harfeux est notre invité aujourd'hui, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance au début d'une semaine sur l'absurde, et c'est d'Albert Camus que nous parlons aujourd'hui en compagnie de Marc-Henri Harfeux qui a notamment préfacé les réflexions sur la guillotine dans la collection Foliothèque Plus, me semble-t-il, oui. Chez Gallimard. Marc-Henri Harfeux, on vient d'entendre Albert Camus lui-même revenir sur l'absurde et la révolte, et sur l'idée aussi qu'un sentiment ne peut pas tout recouvrir. Je voudrais qu'on en vienne à ce sentiment-là, justement. Ce sentiment-là dont il parle quand il évoque la possibilité que les décors s'écroulent. Ce qui est intéressant et fascinant d'ailleurs chez Camus, c'est que l'éveil de la conscience surgit à l'intérieur de la lassitude, de la routine. Oui, il insiste même, à l'issue de ce petit paragraphe si beau consacré à l'écroulement des décors, sur le fait que non seulement elle vient de la lassitude, mais que la lassitude est sa condition première. Il y a donc une positivité de la lassitude, parce que celle-ci marque la fin d'un aveuglement, celui d'une habitude mécanique que le texte que vous venez de relire marque admirablement. En somme, la lassitude, c'est l'habitude consciente d'elle-même. Oui, c'est une habitude qui est à la fois consciente d'elle-même et qui décroche à partir du moment où elle prend conscience d'elle-même, un peu comme un homme dont le pas subitement serait suspendu par la conscience même du mouvement de ce pas. Et dès lors, un acte de conscience se produit qui renverse le rapport au monde et va faire surgir justement ce sentiment
de manque d'être, de manque de signification et de consistance, qui est à la racine de l'absurde, qui n'est pas l'absurde lui-même d'ailleurs, hein, Camus le fait bien observer, l'absurde n'est pas là, mais il est indispensable que cette expérience ait eu lieu pour que surgisse ce sentiment. Et nous ne sommes pas très loin finalement ici, d'ailleurs il y fera allusion un peu plus loin, dans le mythe de Sisyphe, à l'expérience insigne de l'angoisse métaphysique par laquelle, dans Ein und Zeit, Heidegger nous rappelle que l'existence s'adresse à la conscience et lui rappelle que sa réalité évidente n'en est pas moins dépourvue de motivation, ou en tout cas de motivation comment dirais-je, lisible. C'est si vrai d'ailleurs que c'est en général quand on est très occupé et d'une occupation routinière qu'on finit par se demander quel est le sens de la vie. Le meilleur écrin pour une telle question, la question du sens de la vie, de l'au-delà, de l'horizon, du pourquoi on se lève le matin, etc., la meilleure occasion de cette question, c'est encore une vie où l'on est débordé, tantôt par l'habitude, tantôt par des occupations infinies. En somme, quand on a le nez dans le guidon, c'est là qu'on regarde l'horizon. Oui, je crois que c'est tout à fait vrai, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Camus rappelle sans cesse tout au long du mythe de Sisyphe cette expérience de l'homme ordinaire. On vient de l'entendre dire qu'il n'y avait pas de différence à ses yeux entre sa pensée, sa personne et l'homme ordinaire, il n'y a pas d'écart, parce que c'est précisément d'elle que va venir cette prise de conscience. D'autant plus violemment, effectivement, que nos existences sont orientées par des significations prédéterminées. Ce sont les significations sociales. Il y a notamment tout ce passage sur le problème de la liberté qui est posé dans un deuxième temps du livre, où Camus nous rappelle combien nos existences sont enchaînées par des déterminations qui nous ont été données, et comment justement c'est précisément à partir du soupçon porté sur ses déterminations, faire une carrière, accomplir ses devoirs de père, de mari, d'époux, etc., que nous allons pouvoir éventuellement nous dégager, nous délivrer de cette illusion d'une liberté qui était en réalité le carcan des déterminismes sociaux et le moyen de ne pas se confronter à l'absurde. Est-ce qu'on peut dire de Camus qu'il est, comme beaucoup de philosophes d'ailleurs, quelqu'un qui nous invite finalement à réhabiter l'existence, à changer d'existence, non pas en changeant de vie ou de façon de vivre, mais tout simplement à vivre différemment ce que nous vivons. En somme, il y a celui qui s'agite tous les jours et qui découvre qu'en fait il s'agite pour oublier qu'il va mourir, et puis il y a celui qui, après avoir traversé la conscience d'avoir à mourir, ne voit aucune raison dans cette brièveté de l'existence pour cesser de s'agiter. Ah oui, dans la mesure où, par exemple, Camus lui-même a fait une œuvre, il y a consacré quand même... Il était éditeur, il a travaillé toute sa vie. Absolument, il était un homme engagé, il a été journaliste, on l'a entendu tout à l'heure, conférencier. On voit bien qu'effectivement, la prise de conscience de l'absurde ne signifie pas pour autant le dessaisissement d'une possibilité d'être. Et c'est là qu'intervient justement l'interrogation sur le suicide. Car si nous anticipons sur la suite de l'ouvrage, nous voyons bien qu'à un certain moment, Camus, lorsqu'il essaye et parvient, à mon avis, assez, comment dirais-je, précisément, à définir la notion d'absurde elle-même, nous montre que l'absurde n'est ni dans l'homme, ni dans le monde, mais dans le rapport entre les deux. Il est le point de conjonction dans une dialectique qui ne peut pas avoir d'issue, dans la mesure où il faut une conscience pour interroger ce monde que Camus nous dit être déraisonnable, c'est-à-dire ne pas contenir les explications ultimes et l'unité que notre nature nous pousse à y chercher. Et de l'autre côté, il faut aussi précisément ce monde dans son irrationalité radicale, mais aussi dans sa présence indiscutable, pour que puisse surgir le sentiment de l'absurde, et à partir de là précisément, la possibilité de se délivrer de l'espérance, comme de l'inquiétude que provoque l'espérance, pour atteindre précisément à cette action absurde qui procède, nous le comprenons, par l'intensification de vivre et par une opposition entre une métaphysique de la qualité et au contraire ce que l'on pourrait appeler plus simplement un savoir-vivre de la quantité. Oh, vous cheminez à grande vitesse, Marc-Henri Harfeux, et il faut reparcourir une à une toutes les étapes implicites de ce que vous venez de dire, parce que c'est fondamental. D'abord, cette rencontre entre un appel, un cri, celui de l'homme, et un monde qui lui répond sans lui répondre, qui lui répond par une absence de réponse, pire qu'un silence, vraiment, ou alors le silence entendu non pas seulement comme l'absence de bruit, mais vraiment l'absence de parole. Donc ce décalage entre une demande humaine et un monde qui se tait est un décalage dont Camus se fait le porte-parole après Épicure,
Spinoza et Nietzsche. Oui. C'est-à-dire après tous ceux qui ont pensé le caractère inhumain d'un monde qui n'était pas fait pour nous et dont il fallait assumer l'étrangeté, l'inhumanité. Alors chez Épicure, ce sont les dieux qui se taisent et la matière qui s'agite. Chez Spinoza, c'est un monde où toute finalité n'est qu'un anthropomorphisme. Oui. Chez Nietzsche, c'est un monde redevenu inhumain parce qu'il ne se prête plus à nos catégories. Chez Camus, c'est l'absurde. Oui, en effet. Alors, sur ce point, on peut quand même voir immédiatement la différence. C'est que l'absurde est fait pour être vécu. Et je crois que c'est là peut-être le caractère propre de la pensée de Camus, c'est qu'aussitôt qu'il a déterminé la nature de l'absurde dans ce rapport dialectique entre l'homme, le monde, et il parle même d'une sainte trinité à un certain moment, et le sentiment de l'absurde lui-même, et avec l'idée de la mort qui l'accompagne, Camus insiste précisément sur le fait que si l'on supprime l'un des termes, par exemple, si l'on supprime l'homme dans le suicide, on abolit dès lors l'absurde dans ce qui ressemble étonnamment à une forme de fuite. Cela est à nouveau une esquive, hein, nous arrivons à le dire. C'est une esquive et par conséquent, la seule manière de maintenir l'absurde, c'est justement de vivre. Et cette raison est d'autant plus impérieuse, rappelle Camus, que d'autre part, en découvrant l'absurde, nous avons découvert notre première vérité. Nous sommes sur le sol fondamental d'une vérité certes amère, mais nécessaire dans la lucidité, puisqu'il ne nous a pas été promis que le vrai serait nécessairement le souhaitable ou le désirable. Et dès lors, nous avons un devoir envers nous-mêmes de maintenir cette vérité, sans quoi non seulement nous la révoquerions, mais nous l'abolirions. Il faut vivre. Et ce « il faut vivre » implique, dès lors, le mode d'existence que Camus appelle celle de l'homme absurde, qu'il va ensuite déterminer dans l'ouvrage. Mais alors ce paradoxe, cet impératif vitaliste, ce « il faut vivre », comment Camus en découvre-t-il la formule dans un monde qui ne lui répond pas? Où Camus trouve-t-il écrit, si j'ose dire, un tel impératif dans un monde dont il expérimente et dont il éprouve, comme une épreuve, le silence? Eh bien, je crois qu'une des formules du mythe de Sisyphe, particulièrement synthétique, le montre très bien. Camus, à un certain moment, nous rappelle que la question initiale était de savoir si la vie n'a pas de valeur, pouvons-nous continuer de vivre ou ne devons-nous pas au contraire nous suicider? Formule qui va se renverser par une transformation tout à fait inattendue dans une autre, où Camus va affirmer au contraire que c'est précisément parce que nous n'avons pas d'issue, parce que le monde est absurde et ne porte pas les significations que nous en attendions, que nous pouvons vivre. Et nous vivrons d'autant mieux que le monde est absurde. Non seulement que nous pouvons vivre, mais que nous pouvons également éprouver de la sympathie pour les autres. Camus dit ceci, je juge que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Pardonnez-moi. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour les idées ou les illusions qui leur donnent une raison de vivre. Ce qu'on appelle une raison de vivre, ajoute-t-il, est en même temps une excellente raison de mourir. Je juge donc, ajoute-t-il encore, que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Dans un sujet à la fois si humble et si chargé de pathétique, la dialectique savante et classique doit céder la place à une attitude d'esprit plus modeste qui procède à la fois du bon sens, entendez le sens de la bonté, et de la sympathie, c'est-à-dire l'aptitude à souffrir des douleurs qui ne sont pas les nôtres. Cette aptitude à la sympathie. Alors, comment, puisque là c'est à l'émergence d'une morale, ou d'une éthique en tout cas, à laquelle on assiste, c'est vraiment la naissance d'une éthique, comment une éthique peut-elle trouver le jour, peut-elle naître sous un ciel qui vide, qui n'est rempli finalement que par un soleil indifférent? Précisément parce qu'il est vide. Car lorsque commence la méditation sur la problématique de la liberté proprement dite, Camus nous rappelle que pour l'homme de l'absurde, la liberté en soi ne peut pas avoir de sens, et elle est d'ailleurs autodestructrice d'elle-même, selon lui. Pour la raison très simple que, ou bien Dieu est responsable du mal et l'homme est innocent, ou bien au contraire, l'homme porte sur lui cette responsabilité et possède la liberté, et dès lors Dieu est impuissant. Donc Camus, nous montrant cette contradiction, fait apparaître que poser le problème de la morale de la liberté en termes d'absolu ne saurait avoir de sens pour la philosophie de l'absurde. La seule possibilité dès lors qui va s'offrir sera de découvrir que cette morale, elle est à fonder dans le cadre même de l'absurdité, compte tenu de cette absurdité, et c'est alors que Camus pose la célèbre question dostoïevskienne, la fameuse question de Dieu, si Dieu n'existe pas, tout n'est-il donc pas permis, ou tout est-il permis? La question d'Ivan Karamazov.
Or, Camus fait observer aussitôt dans une page, à mon avis, extrêmement significative, que cette question n'est pas joyeuse. Il précise que c'est une question amère, ce qui signifie aussitôt que, dans son esprit, le problème tel qu'il apparaît à Ivan Karamazov n'est pas celui d'un lâcher-tout, d'un laisser-faire, d'une bride laissée sur le col du meurtrier, mais au contraire de l'énorme et écrasante responsabilité qui s'ensuit. Chez Camus, le soleil tient lieu de Dieu. Hein. Dans le ciel, il y a le soleil. Il n'y a pas Dieu. Et ce soleil, d'ailleurs, a la vertu de réchauffer les humains, de les inciter justement à faire l'amour, par exemple, comme c'est le cas au début de L'Étranger, comme de les rendre fous et de les pousser au meurtre. C'est également l'ambivalence de l'absurde ou de la découverte de l'absurde. Comment faire basculer l'absurde du bon côté, c'est-à-dire du côté de la révolte et de la solidarité, et non pas du mauvais côté, c'est-à-dire du côté Karamazov, en l'occurrence, tout est permis. On va entendre ici Albert Camus lui-même, lisant la fin de la première partie de L'Étranger, c'est-à-dire l'épisode de l'assassinat de l'Arabe, dont on comprend que sa seule cause, en un sens, c'est la brûlure du soleil. Écoutez. Le couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front, et indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Il appuie sur la gâchette. Il m'a semblé, dit Camus, que le ciel s'ouvrait. Comme si le seul moment finalement où le ciel s'ouvre, ce ciel qui pourtant ne laisse aucune échappatoire, ce soleil auquel, pour lui échapper, juste avant, il avait fait un pas de côté, tout en s'apercevant qu'il était absurde d'essayer d'échapper au soleil en faisant un pas de côté, ce ciel oppressant s'ouvre à l'instant où il tire sur l'Arabe. Ça c'est la première question. Puis la deuxième, pourquoi tire-t-il 5 fois de suite ? Alors le ciel s'ouvre, mais c'est un ciel vide, c'est un ciel de malheur, hein, c'est un ciel d'écroulement. Et ce passage, à sa mesure propre, me fait singulièrement penser à toute la littérature des écroulements cosmiques lors des attentats métaphysiques.
On peut penser par exemple à la manière dont, après le crime de Macbeth, eh bien, les étoiles tombent sur la terre, comme vous le savez, le jour ne se lève plus, les morts se réveillent de leur tombe. Macbeth a tué le sommeil. Macbeth a tué le sommeil, en effet, mais dans ce cadre-là, qui est le cadre shakespearien, nous avons affaire à une réponse du sacré à l'attentat, selon la mesure même de cet attentat, puisqu'en portant la main sur le roi Duncan, le meurtrier n'a pas simplement assassiné un homme et son souverain, il a également porté atteinte à l'ordre cosmique. Ici, c'est tout le contraire. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait. Il ne s'agit d'abord que d'une semblance et non pas d'une réalité. Nous n'avons aucune catastrophe cosmique, puisqu'à la fin du livre, au contraire, le héros regardera le ciel étoilé comme une ultime confrontation avec la réalité de la présence à ce monde. Mais ce ciel qui s'ouvre est un ciel vide, en définitive, et nous pourrions presque ici aussi voir aussi une de ces métaphores de la conscience populaire qui dit lorsque le malheur s'abat, ce qui d'ailleurs est aussitôt précisé, nous pourrions penser à l'une de ces formules qui, à propos du malheur, disent que le ciel nous tombe sur la tête. Mais ce ciel qui nous tombe sur la tête est un ciel chaotique dès le départ, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il ne s'ouvre que pour révéler son intériorité vide, en quelque sorte. On pourrait prolonger cette ambivalence. D'ailleurs, vous avez parlé de Shakespeare. Dans Le Soir des Rois, quand Orsino voit arriver la reine, il dit le ciel marche sur la terre. Oui, c'est vrai. Ce qui, pour le coup, est une bonne nouvelle. Ça n'est plus l'absurde, mais c'est l'amour. Alors, revenons-en à Camus. Chez Camus, l'absurde est l'occasion donc du meurtre ou de la détestation comme de l'amour. Restons un instant quand même sur cet assassinat. Pourquoi, je vous pose la question du juge d'instruction, on va entendre après le texte qui le raconte. Pourquoi Camus ? Enfin, pourquoi Camus ? Bon, lapsus. Pourquoi Meursault, l'anti-héros de l'étranger, enfin l'étranger lui-même, pourquoi Meursault tire-t-il 4 fois sur un corps déjà mort ? Oui, alors il y a plusieurs réponses possibles à cela. Il y en a une première qui est toute pragmatique. Il vide un chargeur. Ce serait presque une réponse à la mesure de Meursault lui-même. Il restait 4 balles, j'ai tiré 4 balles. Mais il est évident que cette réponse est insuffisante. Il est presque, me semble-t-il, suggéré de façon évidente par le texte que ces 4 balles viennent entériner le malheur, qu'elles viennent en quelque sorte l'accompagner à la manière des fameux 3 coups au théâtre, puisqu'une autre scène va en effet apparaître, un autre rideau va se lever avec la deuxième partie, et ce sont aussi bien sûr des coups d'un destin, sauf que ce destin est précisément le destin absurde par excellence, puisqu'il n'a pas été commandé par un Deus ex machina, que le ciel qui s'est ouvert était vide, et que finalement c'est tout un ensemble de contingences qui conduisent Meursault à lui-même prendre conscience, après ses coups fatals, que sur cette plage, il avait été heureux. Et cela aussi, c'est très troublant. Non seulement il a tiré ces 4 coups supplémentaires, dont on peut, comme vous l'avez fait, se demander ce qu'ils signifient, mais aussi constater que c'est seulement une fois ces coups du malheur frappés à la porte de la deuxième partie du livre, que la conscience du bonheur enfui, détruit par eux, survient. Et peut-être même, finalement, l'expérience de ce bonheur sous une forme redoublée, ce qui ne serait pas très loin d'une forme d'œuvre d'art vécue, en quelque sorte. On pourrait vous objecter, Marc-Henri Harfeux, que dès la première partie, il y a une sorte de bonheur dans le désir que Meursault éprouve pour Marie. Bien Quand sûr. il sent son corps chaud qui sort de l'eau, il dit « Et alors, je l'ai désiré ». C'est vrai. Est-ce qu'on peut ici parler de bonheur dans le terme camusien, incontestablement, non, quand même ? Oui, bien sûr, c'est vrai. Je pense que Camus est un homme de la sensation. Meursault est défini précisément dans ses bonheurs uniquement par la sensation. Il y a non seulement cette expérience où il pose le visage contre son ventre, mais aussi dans la séquence qui suit immédiatement ce passage, la baignade où les 2 personnages entrent comme des sortes d'otaries méditerranéennes qui font corps avec l'eau, ruisselant d'écume et de soleil. Il est certain qu'il y a aussi un bonheur réel, et un bonheur qui est bien vécu effectivement dans son présent, dans son bonheur réel, c'est-à-dire bonheur physique chez Camus. Oui, absolument. C'est une instantanéité du bonheur physique. Peut-être simplement y a-t-il, dans ce moment de la perte, où Meursault prend conscience qu'il avait été heureux, le moment peut-être paradoxalement le plus haut de ce bonheur, à partir de l'instant où il est saisi cette fois-ci dans un acte mental et dans sa fuite, puisque malheureusement la page suivante, avec la deuxième partie du livre, nous présentera un Meursault en prison, enchaîné et confronté à ce terrifiant juge d'instruction
Ben que vous évoquiez il y a un instant. On va justement entendre la scène du juge d'instruction. Vous avez dit deux choses, hein, Meursault, l'étranger, et puis ces raisons absurdes. C'est très intéressant, j'attire l'attention de l'auditeur dans le texte qu'on va entendre, hein, lu par Camus lui-même, donc Camus qui lit son propre texte. C'est très important d'observer l'absurdité des raisons invoquées par Meursault, en tout cas le caractère incompréhensible de ces raisons, aux yeux d'un homme qui, lui, cherche un sens à sa vie, et le cherche en particulier dans le crucifix. Écoutez. « Pourquoi avez-vous attendu entre le premier et le second coup ?» m'a-t-il dit alors. Une fois de plus, j'ai revu la plage rouge et j'ai senti sur mon front la brûlure du soleil. Mais cette fois, je n'ai rien répondu. Pendant tout le silence qui a suivi, le juge a eu l'air de s'agiter. Il s'est assis, a fourragé dans ses cheveux, a mis ses coudes sur son bureau et s'est penché un peu vers moi avec un air étrange. « Pourquoi avez-vous tiré sur un corps à terre ?» Là encore, je n'ai pas su répondre. Le juge a passé ses mains sur son front et a répété sa question d'une voix un peu altérée. « Pourquoi? Il faut que vous me le disiez. Pourquoi ?» Je me taisais toujours. Brusquement, il s'est levé, a marché à grands pas vers une extrémité de son bureau et a ouvert un tiroir dans un classeur. Il en a tiré un crucifix d'argent qu'il a brandi en revenant vers moi. Et d'une voix toute changée, presque tremblante, il s'est écrié « Est-ce que vous le connaissez, celui-là » J'ai dit oui, naturellement. Alors il m'a dit très vite et d'une façon passionnée que lui croyait en Dieu, que sa conviction était qu'aucun homme n'était assez coupable pour que Dieu ne lui pardonnât pas, mais qu'il fallait pour cela que l'homme, par son repentir, devint comme un enfant dont l'âme est vide et prête à tout accueillir. Il avait tout son corps penché sur la table, il agitait son crucifix presque au-dessus de moi. À vrai dire, je l'avais très mal suivi dans son raisonnement, d'abord parce que j'avais chaud et qu'il y avait dans son cabinet de grosses mouches qui se posaient sur ma figure, et aussi parce qu'il me faisait un peu peur. Je reconnaissais en même temps que c'était ridicule, parce qu'après tout, c'était moi le criminel. Il a continué pourtant. J'ai à peu près compris qu'à son avis, il n'y avait qu'un point d'obscur dans ma confession, le fait d'avoir attendu pour tirer mon second coup de revolver. Pour le reste, c'était très bien, mais cela, il ne le comprenait pas. J'allais lui dire qu'il avait tort de s'obstiner, ce dernier point n'avait pas tellement d'importance, mais il m'a coupé et m'a exhorté une dernière fois à dresser de toute sa hauteur en me demandant si je croyais en Dieu. J'ai répondu que non. Il s'est assis avec indignation. Il m'a dit que c'était impossible, que tous les hommes croyaient en Dieu, même ceux qui se détournaient de son visage. C'était là sa conviction, et s'il devait jamais en douter, sa vie n'aurait plus de sens. « Voulez-vous, s'est-il exclamé, que ma vie n'ait pas de sens ?» Voilà la question anxieuse du juge d'instruction. Voulez-vous que ma vie n'ait pas de sens? Votre geste porterait atteinte au sens que je trouve à ma vie. C'est l'enjeu de l'absurde et son caractère subversif qui est également mis en scène là. Marc-Henri Arfeux. Oui, c'est effectivement le caractère subversif. Vous avez raison d'utiliser ce terme. Il y a une sorte de révolte de la passivité ici qui se marque. Et cette révolte de la passivité est en même temps marquée d'une très grande patience. Je ne sais pas si vous l'avez observé, mais finalement, le personnage qui adopte la position qu'on pourrait qualifier de position de sagesse dans cette scène, dans l'intimité de ce cabinet, ce n'est évidemment pas le juge d'instruction qui s'abandonne à la fièvre d'un espoir. C'est au contraire Meursault sans espoir. C'est parce qu'il est si patient qu'il exaspère tout le monde. Absolument, oui, je crois. La patience de Meursault est traitée comme une insensibilité, n'est-ce pas? Vous vous souvenez au procès que ce sont les principales accusations qui sont d'ailleurs retenues contre lui, puisque toute l'accusation forme un système autour de l'idée que Meursault est nécessairement amené à être meurtrier comme son insensibilité l'y déterminait, et que même il est déjà meurtrier avant même d'avoir tué, à partir du moment notamment où il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Oui. C'est ce qui est le crime avant le crime, en somme. C'est le crime avant le crime, et même d'avoir conduit sa mère à l'asile est considéré comme une sorte d'enfantement du crime, en somme. C'est ça, un enfantement du crime. Alors on va entendre tout à l'heure le début de l'étranger, le fameux Aujourd'hui maman est morte. Avant cela, justement, revenons un instant à Sisyphe, au mythe de Sisyphe, pour voir d'ailleurs à quel point les deux livres se répondent. Le mythe de Sisyphe est un livre sur le silence, on en a parlé tout à l'heure. C'est un livre sur le silence, l'origine du silence ou de cette intuition si féconde que Camus a du silence en son sens le plus métaphysique. C'est le silence de sa mère dont il raconte dans L'Envers et l'Endroit qu'elle le regardait courir dans l'appartement à Bellecour sans mot dire, sans dire un seul mot. Oui, et ce silence qui se retrouve également dans la figure si émouvante qu'il en donne dans Le Premier Homme, où les quelques tentatives de conversation autour de la biographie du père
sont tressés de quelques vagues bruns, le souvenir s'effiloche, et je pense en effet que nous pouvons sans doute enraciner la question du silence du monde dans l'œuvre de Camus, sans faire aucunement de la psychologie ou de la psychobiographie. J'ai absolument horreur de ça, je le précise tout de suite, mais là il s'agit simplement d'expérience humaine, au sens le plus simple et le plus immédiat. Tout cela s'enracine aussi, il s'agit d'un homme qui a dit que toute sa sensibilité venait de sa mère. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est un homme pour lequel la figure maternelle, dans ce silence, dans cet humble silence où, cependant, par des regards, l'amour se manifeste alors qu'il était apparemment impossible à saisir, tout cela, bien entendu, conditionne le sentiment de l'absence de parole en ce monde et de possibilité donc d'obtenir de lui une réponse. Ça, c'est évident. On voit ici comme tout se mêle. Lui n'obtient pas de réponse de la mère, le juge d'instruction n'obtient pas de réponse de Meursault. Meursault, c'est l'étranger car il est étranger aux hommes, oui. Mais s'il est étranger, c'est d'abord parce qu'il est le seul à faire l'expérience, peut-être, de l'étrangeté qui est celle du monde, celle des objets, celle des choses, ou en tout cas de leur inhumanité, Marc-Henri Harfeux. Il est le seul, et c'est bien sûr dans le roman, il est le seul personnage à avoir cette espèce d'étrange et paradoxal courage. Au départ, je dis bien que ce courage paraît étrange et paradoxal parce que, précisément, rien ne nous l'explique et nous sommes plongés en quelque sorte dans l'intériorité de cette conscience désarçonnée par le détachement. Ensuite, ce courage apparaîtra d'une façon beaucoup plus manifeste dans la deuxième partie du livre et particulièrement dans ce point culminant qui est la scène de la révolte contre la tentative de conversion ultime qu'on essaye par aumônier interposé de lui faire subir. Oui, le moment où Meursault s'énerve. Voilà, le moment où Meursault s'énerve. Et d'ailleurs, Camus dit bien que ce moment n'est pas du tout un moment de justification, mais un moment de colère. Donc c'est un moment de révolte. Ça n'a rien d'une théorie expliquée. Et pour revenir donc à ce silence, il faut rappeler que ce silence n'est pas simplement dû au fait que Meursault est le seul à être l'étranger, mais aussi parce que l'expérience de l'étrangeté est toujours une expérience individuelle. Elle commence en moi, elle peut peut-être se prolonger dans un rapport avec les autres, mais elle commence d'abord dans la solitude d'une conscience, d'autant plus que, comme Camus le fait remarquer au début du mythe de Sisyphe, ce que je peux connaître des déterminations à tirer des conséquences ultimes de l'absurde chez un homme, je ne peux le connaître que par des voies indirectes, puisque malheureusement, je ne suis pas sa conscience et je suis obligé d'en passer par les manifestations de celle-ci, ce que je peux en connaître, ou les hypothèses tout au moins que je peux en faire, sans jamais parvenir à une connaissance intégrale. Alors là, on y est justement, L'étranger, qui est un roman qui bute sur l'intimité des pensées d'un homme et qui pourtant ne nous sort jamais de cette intimité et de ses pensées. On a entendu tout à l'heure le début du mythe de Sisyphe, on va entendre maintenant le début de l'étranger. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout au Mais après tout, je vous la pose. Il fait commencer l'étranger par « Aujourd'hui, maman est morte », parlant d'une dame qui mourra après lui, en un sens, la mère de Camus.
est morte après lui. C'est si vrai d'ailleurs que quand les journalistes sont précipités chez elle pour recueillir ses premières impressions, comme autant de vautours, ils ont eu un moment de pudeur quand ils se sont aperçus qu'elle ne le savait pas encore. C'est vrai, oui. Et c'est d'autant plus émouvant que dans le premier homme, tout commence avec un fils qui prend conscience de l'héritage en creux du père devant une tombe qui lui révèle qu'il est plus âgé que son père et qu'en quelque sorte il est devenu le père d'un enfant qui est pourtant l'homme auquel il doit d'être venu et auquel il doit d'être ce premier homme à bien des sens du terme dans l'histoire de la famille. Pour revenir à la question de la mère, je crois qu'il y a là aussi peut-être un lien avec ce que Camus nous dit dès le départ du mythe de Sisyphe, c'est que précisément le sentiment de l'absurde, c'est un point de départ. Et ici, la mort possible de la mère est un point de départ. J'écoutais le passage en me disant, finalement, on a très souvent lu L'étranger, peut-être surtout dans une première époque de sa lecture, indépendamment de ceux qui ont été fascinés par le livre, comme c'est quand même un ouvrage qui est d'une extrême ambiguïté, dans lequel le secret, le mystère de Meursault n'est jamais véritablement livré, tout en étant parfaitement manifeste, on l'a très souvent lu avec une espèce de mauvaise conscience. Et je me souviens de professeurs de français, par exemple, qui, quelque part, ne pouvaient pas s'empêcher de... Rentrer dans les raisons d'un meurtrier ? Non, au contraire, de rentrer dans les raisons du prétoire, de se demander si, au fond, ce personnage n'est pas un personnage insensible, si on ne peut pas l'expliquer par une psychologie. Encore tout récemment, j'entendais quelqu'un qui, par ailleurs, est un excellent professeur de littérature, me dire, mais au fond, ce personnage de l'étranger, c'est un exemple de ce qu'on étudie aujourd'hui quand on parle de ces gens qui sont déconnectés entre leurs actes et leurs émotions. Je ne crois absolument pas du tout que cette lecture soit pertinente. C'est tellement faux que Meursault lui-même dit « Personne n'a le droit de pleurer à l'enterrement de maman ». Exactement. Exactement, et puis il y a quand même à la toute fin dans la cellule, cet acte de compréhension et d'affection immense dans lequel Meursault admet parfaitement que même au seuil de la mort, le personnage de sa mère ait voulu faire comme si la vie recommençait en ayant un nouvel amour avec ce vieillard qui suivra le convoi, comme l'on sait, en traversant les champs en diagonale pour le rattraper d'ailleurs. Mais dans ce moment initial, aujourd'hui maman est morte, je crois qu'en fait, nous sommes véritablement non seulement au seuil d'un roman, cela va de soi, mais nous sommes aussi symboliquement au seuil d'une question, au seuil d'une prise de conscience. Et on aurait tort de lire L'étranger comme s'il était la réponse. L'étranger n'est pas une réponse, c'est la question posée par Camus, qui est manifestée par les images de chair, ainsi qu'il le dit dans le mythe de Sisyphe, tandis que le mythe de Sisyphe aborde ces mêmes questions par les voies de l'analyse, par les voies de la prise de conscience. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ce livre a pu, et paraît encore quelquefois dans des lectures incomplètes, me semble-t-il, si scandaleux. C'est que précisément on n'y voit pas cette nature de seuil au-delà duquel naturellement il convient bien de penser. La suite de l'œuvre de Camus d'ailleurs le montre très bien, qu'il s'agisse de son œuvre de penseur comme par exemple L'homme révolté qui reprend la question en la réorientant par la confrontation avec la tentation du nihilisme, ou qu'il s'agisse par exemple de Caligula, dans lequel le problème du meurtre est également posé, certes d'une façon toute différente, puisque Caligula est un nihiliste, à la différence de Meursault, qui n'en est pas un. Caligula est un martyr de l'idéal. Il est un martyr de l'idéal. C'est celui qui, faute de décrocher les étoiles, décolle les têtes. Absolument, il ne peut pas arriver à conquérir cette lune, puisqu'il parle sans cesse d'aller chercher la lune, et nous connaissons tous le sens figuré de cette expression, puisqu'on rappelle cela souvent aux petits-enfants, qui demandent trop, tu demandes la lune, leur dit-on, mais Caligula finit aussi en mourant par admettre que finalement, l'usage qu'il a fait de sa liberté n'était pas le bon, ce n'était pas la bonne liberté. Et je crois que la différence précisément entre Meursault et Caligula, elle est là. C'est que Meursault est simplement ce moment premier de l'absurde où éclate d'une façon intégrale la révolte pure, dans son moment, je dirais, de confrontation directe, alors qu'avec le personnage de Caligula, nous sommes dans l'au-delà de la révolte, au moment où celle-ci se trahit, se nie, pour céder aux inclinations du nihilisme. Et nous comprenons mieux alors pourquoi, dans le mythe de Sisyphe, Camus nous disait que la parole d'Ivan Karamazov est amère et que tout